François Brand, Lovecraft, 1925-2025, à 100 ans de distance, au jour près et jour après jour, assister à une année en détail d'un des grands inventeurs de la littérature fantastique. C'est pas une question d'époque, c'est pas une question ni de style, c'est ces surgissements qui sont si obscurs. Ce qui fait qu'il y a Edgar Poe, ce qui fait que plus tard, il peut y avoir Jorge Luis Borges ou Franz Kafka. Et il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de hiérarchie, ça ne dépend pas non plus des opinions éventuellement politiques. Vous savez que celle de Lovecraft, on l'a déjà croisé plusieurs fois dans des lettres, c'est totalement inqualifiable parfois, mais ça aussi, c'est replacé dans le contexte. Et comment ce fantastique, quand il pose la question de l'inconnu, comment nous, on se comporte, angoisse, dans l'inconnu, ça peut être accentué ou trouver des pics d'intensité dans ces moments-là de transition avec tellement de bascules, ce qui peut concerner l'univers et les étoiles, ce qui peut concerner les grands fonds marins, ce qui peut concerner la technologie, on le voit tous les jours avec le téléphone, la radio. C'est autant de marqueurs qui, pour Lovecraft, sont aussi intensifiés par une année de transition. Il a 35 ans. Depuis maintenant 5-6 ans, il ose, il accepte en lui la venue de la fiction. Et ces nouvelles qui sont embryonnaires, elles le définissent, le contiennent déjà tout entier, alors que c'est plutôt après l'année new-yorkaise, quand il va revenir en 1926, et il aura encore 11 ans, mais 11 ans seulement avant de mourir à 46 ans à Providence, qui aura cette éclosion de récits qui pour nous reste en permanence des questions, parce que c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à l'inconnu ? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on gagne à l'intérieur de soi quand tout bascule là dans ce qui n'est pas explicable rationnellement? Et c'est là où ça résonne si fortement, y compris avec chaque instant de notre présent. Alors on a la chance donc de disposer de ce carnet et du fait qu'il remplisse chaque journée une petite case, et précisément aujourd'hui. Tenez, voilà, par exemple. Alors, on est 169 Clinton Street, et vous savez que ce studio, on l'a visité nous aussi, grâce au plan que Lovecraft envoie, là, ces jours-ci, à un ami dans le Wisconsin, Maurice Moe. Et donc, on sait qu'il y a 3 fenêtres, et ce jour-là, eh bien, aujourd'hui même, il est forcé de se lever tôt. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est des appartements, il y en a une quarantaine dans l'immeuble. En tout cas, aujourd'hui, Lovecraft doit se lever tôt parce que vient le laveur de vitres. Et il faut imaginer cet ouvrier avec ses seaux, là, je ne sais pas ce qu'il a comme petite raclette, quoi ça pouvait ressembler en 1925, les peaux de chamois, entrant dans cette antre tellement surchargée de dessins, de tableaux, d'objets, de mappemondes, de bustes de Milton, une collection de cannes, beaucoup trop de chaises, une table remplie de papier, une autre table qui sert uniquement au travail, un guéridon pour la machine à écrire, une Morris Chair pour lire. Et il est là, dans ce Capharnaüm, avec des livres qui montent jusqu'au plafond. Eh bien, ce monsieur va devoir... je crois que c'est... aujourd'hui, ce matin, quand j'ai découvert que c'était aujourd'hui, le laveur de vitres, ça m'a fait un petit peu sourire. C'est quoi? C'est nous, c'est ce qu'on fait. Eh bien, nous, là, sauf que notre voyage, il dure 1 an, alors que le laveur de vitres, là, il va rester 1 heure. Eh bien, c'est nous qui venons laver les vitres chez Howard Phillips Lovecraft. Alors, tout de suite, ordi le carnet. Alors, petit flashback, on va reprendre le mercredi 11. Ça tombe bien, on est encore mercredi. Sinon, vous savez que puisqu'aujourd'hui, c'est le 12, on sera jeudi. Il y a toujours une journée d'écart. Mais hier, j'ai pas fait de vidéo. Ça n'a pas empêché d'envoyer un PDF là, à vous tous et toutes là, qui me font l'honneur, la chance de s'être inscrits. Franchement, j'aurais pas la force de tenir ce boulot-là si c'était pas maintenant un boulot d'ensemble.
Par exemple, ce matin, j'envoie le mail en disant bon, aujourd'hui, voilà le PDF, mais je sais pas, hier c'était un peu un coup de mou. Ouais, des fois, si c'est la routine, si tu répètes les choses, ça vaut pas le coup. J'ai un petit coup de mou, j'ai pas fait de vidéo. Eh bien, là, un mail tout à l'heure qui m'est arrivé. Mais en cas de coup de mou, il faut appliquer la recette Lovecraft. Se lever tard, lire et retire, aller se coucher. Et voilà. Et moi, je la reprends, la force. Et là, maintenant, on est ensemble pour la vidéo. Alors, il s'est passé quoi hier? Eh ben, Plate, il s'est levé tard. Worked on UA. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on va décrypter. United Amateur. United Amateur, National Amateur. Enfin, en tout cas, c'est l'association nationale de presse amateur. On va en parler plus précisément. Sonia qui revient à 6h le soir. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il y avait Loveman qui s'est joint. Oh là là, ça change pas grand-chose. Avec Sonia, il s'était retrouvé donc au Tiffany, la cafétéria d'en bas. Eh bien, Sonia probablement a dû remonter, tandis que lui partait avec Loveman. Ils prennent le métro pour aller à Manhattan, chez Belknap, une fois de plus. All Present, c'est toujours le Kalem Club, même si Loveman et puis Reinhard Kleiner les quittent de bonne heure, mais eux, ça, c'est pas leur problème. Il y a aussi Leeds, donc Kirk, Lovecraft et Leeds plus tard. Et quand ils reviennent, donc Kirk et Lovecraft, eh bien, on refait une pause à la cafétéria Tiffany, suite à la suite de quoi on monte un moment dans la chambre de Kirk, bah, je vais pour bouquiner, et il redescend dans son studio à 5h30. Sonia se lève pas beaucoup plus tard. Voilà, ça c'était hier. Donc aujourd'hui, la vidéo vaudra pour les deux. On est le jeudi 12. Eh bien, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on se lève de bonne heure. Et ça mérite d'en faire une notation de journal parce que le laveur de vitres passe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il écrit des lettres pour le United Amateurs et il est edited. Alors oui, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, on prend le temps, on va y revenir. Ça va être ça notre thème aujourd'hui. Plus tard, donc, on retrouvera aussi, encore une fois, Sonia à la cafétéria Tiffany. On ira à la poste, bien sûr, mais ça plein de fois, ils ont fait ça à cette heure-là. Et puis, comme d'habitude, on remonte, on écrit, et tandis que Sonia disparaît du paysage, eh bien lui, il remonte encore une fois chez George Kirk, où comme par hasard, il y a Loveman, out of coffee pot. On redescend chercher quelques gobelets de café, et là, il ose même pas nous dire jusqu'à quelle heure il reste là-haut. Descend and retire. Ça veut dire que en même temps qu'il y a Sonia qui monte, qui descend, eh bien Lovecraft monte, descend, se retrouve chez Kirk. Alors justement, c'est pas difficile. Il y en a un sur le canapé. De toute façon, on bouquine, on discute des bouquins. S'il y en a un qui écrit, l'autre, voilà. Alors maintenant, les PDF. Alors, PDF d'hier, c'était le 11. Je suis parti d'un article du New York Times, ici, Historic Flatiron Building Sold to Syndicate. C'est un groupement d'investisseurs, hein, tout ça c'est le capital financier, vient de payer, d'acheter le Flatiron pour 2 millions de dollars. Et le Flatiron, qui n'aurait pas une sorte d'affection, je pense que depuis 4-5 ans, le bas est un petit peu défiguré maintenant, ils ont rajouté des verrues. Pendant un temps, il y avait même une reconstitution là, du Nighthawk de Edward Hopper, donc ça, franchement, ça n'a rien à voir. Mais là, maintenant, c'est plutôt un genre de terrasse de boutique, mais en tout cas, ça n'empêche pas la fabuleuse élégance là, de cet immeuble là, sur la 5e avenue.
J'ai retrouvé même une photo du Flatiron en construction, avec les échafaudages, là, ce truc de lame là, qui s'en va dans le ciel. Et j'ai retrouvé aussi, il y en a pas mal, si on cherche à 1925, et il y en avait chez mes grands-parents, mais il y avait une grosse boîte comme ça en bois, avec deux objectifs, des opercules, tout simplement pour faire entrer la lumière. On collait un œil de chaque côté, il y avait les deux images, et quand on regardait, évidemment, les deux images se fondaient en une seule, et c'est important, parce que par exemple, tenez, là, en ce moment, du côté de Tiers Livre, Atelier d'écriture, on travaille sur Antonin Artaud, bien dans les textes de 1932 d'Antonin Artaud. Pour lui, le cinéma en relief, là on est tout au bord, et la question du cinéma immersif, du 360 degrés, c'est jamais loin derrière. L'histoire du cinéma est aussi l'histoire de ces illusions immersives, ce qui vaut aussi pour la littérature, ce qui vaut aussi pour la technique de l'écriture fantastique. Mais quand Artaud dit que le cinéma en relief, on en est tout au bord, c'est parce que dans l'expérience de la photographie, ou par l'expérience qui survit encore dans ces temps du premier cinéma, les grands panoramas du 19e siècle, l'illusion de l'immersion dans le réel, c'est quelque chose qui sans arrêt a fait aller en avant le principe de la représentation. Et donc, des images stéréoscopiques comme ça du New York de l'époque, non seulement il y en a, mais le Flatiron, là, on a toute une tripotée parce que, évidemment, c'est un des plus beaux symboles. Et donc, ça donne comme ça des photos imprimées en double. Alors, je ne sais pas si c'est les plaques de verre là qui sont développées, mais ces plaques de verre, on les glissait là dans l'appareil et on voyait surgir le Flatiron en relief. Et si hier je m'étais limité à ça, aujourd'hui je voulais revenir un peu. On n'en a jamais parlé en détail de ces questions du United Amateur ou National Amateur. Alors c'est une association. Comment ils écrivent ça, NAPA, NAPA, National Amateur Press Association, qui a été fondée vers 1901 par à cause de la loi 1901. Ça n'a rien à voir, ça c'est chez nous. Mais cette association, Lovecraft l'a rejointe dès 1915, et là plutôt avec des articles, des chroniques plutôt scientifiques. On a tout ça maintenant évidemment à disposition, puisque ça a été imprimé, des dépôts en bibliothèque, on n'a rien perdu. Peu à peu, des articles de critique littéraire, y compris des conseils pour écrire des récits, ça fait un peu sourire, parce que il n'a pas fait ses preuves dans ce domaine-là encore, mais c'est déjà les mêmes techniques de synopsis, par exemple de double synopsis, qu'on retrouvera dans ces grands textes de 1933 sur la composition d'histoires surnaturelles. Et petit à petit, il va glisser de là à la composition littéraire elle-même. C'est-à-dire que Lovecraft s'autorise la fiction parce qu'il a un lieu pour la publier. C'est-à-dire que dans ses publications régulières, là il s'agit de l'instance de Boston, du Massachusetts, de l'association, eh bien, il faut le remplir, le journal. Et ce glissement, pour moi, il est d'autant plus important que Lovecraft, alors c'est le pire moment, c'est-à-dire c'est le moment où il y a le décès de sa mère, il commence à aller chaque semaine aux réunions, à Boston. Ça veut dire que chaque semaine, il y a prendre le train, il y a s'ouvrir à des gens, discuter, prendre des responsabilités, et il revient par le dernier train, et ce dernier train qui part de Boston à 23h, qui l'amène à Providence un peu après minuit, il revient chez lui à 1h du matin. Souvent, dans les lettres, on s'aperçoit que c'est un moment, un petit peu de concentration, de retour sur lui-même, après quand on refait le chemin de la gare de Pawtucket, qui est une gare désaffectée depuis l'époque, donc on voit vraiment là, comment pouvait être la gare, et quand la place là où il y a la gare actuellement devant le Capitole, on refait le trajet pour revenir à Angel Street. Bon, on a vraiment l'impression là, de nuit, d'être dans le contact
peut-être le plus direct avec Howard Phillips Lovecraft. Et à Boston, il prend des responsabilités, il va devenir le responsable éditorial de la parution de Boston. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, donc Dunsany, ce grand auteur anglais, Lord Dunsany, c'est vraiment un lord. Lord Dungeon, machin truc de Dunsany, mais qui est un des plus grands de la prose poétique. La prose fantastique par la médiation de la prose poétique. Ça, moi, c'est ce qui m'enchante toujours dans Dunsany, et ce qui fait que je vous en ai mis quelques traductions là dans le dossier. Eh bien, Dunsany, je crois que c'est 1922, vient en tournée de lecture aux USA, et à Boston, c'est eux, là, le NAPE, qui l'accueille. Donc, Lovecraft, dans le numéro précédent, fait une présentation littéraire, critique de Dunsany, et donc Dunsany connaît là le nom de Lovecraft, il sait qui l'accueille, et Lovecraft va le présenter le soir même de la lecture. Et est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a un coup de main? Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'intérieurement, l'écrivain, c'est un type comme les autres. Et à partir de ce moment-là, va se faire ce glissement. Et ça, pour moi, c'est peut-être ce qui nous contraint à revenir à ces textes qui, sinon, n'ont pas un énorme intérêt, ce qui se publie là dans le National Amateur, mais qui, pour moi, ça nous donne un autre Lovecraft, un Lovecraft de contact social, un Lovecraft de décision éditoriale, un Lovecraft qui, quand tu publies un truc comme ça, il y a tous les titres, il y a les sous-titres, il y a les présentations, il y a les chapeaux, il y a l'éditorial, il y a les remerciements, il y a les corrections. Et donc c'est un travail monstre, mais qui lui donne une assise. Pourquoi, là, il y a quelques mois, Han Berger, donc le fondateur de ce magazine Weird Tales, lui propose le poste de rédacteur en chef. Pas ça, simplement parce que, ah oui, ce type, il écrit des fictions intéressantes. Il dispose de ce truc-là. Et le rapport qu'il peut y avoir entre se projeter mentalement dans l'objet publié, quel qu'il soit. En quoi, quand tu écris, cette projection mentale dans ce qui sera publié est aussi un paramètre de l'invention. Et ça, c'est la même chose pour Edgar Poe. C'est venu comment, la première fiction d'Edgar Poe? Tu travailles dans un journal hebdomadaire et voilà qu'un type a traversé l'Atlantique en ballon. Oh! Eh bien, tu racontes cette traversée de l'Atlantique en ballon. C'est dans le journal avec les faits divers. Donc c'est un fait divers, donc c'est vrai, c'est réel. La fiction est prise comme étant réelle. Et à partir de ce moment-là, ce coup de force, Poe, il n'avait même pas maîtrisé avec quoi il jouait. Mais une fois que tu es engagé là, ça y est, tu n'as plus qu'à suivre. Donc je pense que c'est une question d'assise intérieure de Howard Phillips Lovecraft qu'il nous faut en permanence mesurer. Alors il y a cette période, donc à Boston, il est responsable éditorial, là, avec les numéros, il y en a 2 ou 3 par an, et puis un numéro annuel plus fort, il y a les réunions de l'association, etc. Et par exemple, il y a celle qui patronne ça au niveau, donc il y a les mêmes associations, à Madison dans le Wisconsin, à Cleveland dans l'Ohio, il y en a d'autres, et là, vous verrez, je donne aussi la liste. Eh bien, il y a un regroupement fédéral à New York, et qui le préside? Sonia Green, Sonia Afikin, épouse Green. Et c'est comme ça que Lovecraft et Sonia vont faire connaissance et qu'ensuite Sonia multipliera les occasions de revenir à Boston et puis qu'il y aura la rencontre à Providence et puis qu'il y aura la semaine de vacances à Magnolia, etc., etc., etc. Et ça continue. C'est-à-dire qu'en 1923-24, puisque c'est toujours d'un été à un été, Lovecraft va être le responsable, le président de la NAPE à échelle du pays, d'où la multiplication des correspondants, des contacts, et toutes ces correspondances de gens qu'il serait impossible d'aller rencontrer, ne serait-ce que pour les distances. Et à New York, cette année-là, puisqu'il y a eu encore une année de battement, et donc pour la saison 1924-1925, la présidente, c'est de nouveau Sonia, et Lovecraft, l'époux, est responsable éditorial. Et voilà ce qu'on va faire cette année.
Alors quand il dit je travaille aux lettres, alors nous, merci Hippocampus Press, une fois de plus, on dispose là dans cette collection des Collected Essays, là où on a la chance aussi que Derek Hussey est tout mis en CD-ROM, donc c'est formidable pour la recherche, mais c'est aussi rempli d'index qui font vraiment des outils de travail. Eh bien, on s'aperçoit que tout au long de l'année, il y a des remerciements, il y a des nécrologies, il y a des annonces, les prochaines réunions, les bureaux de l'association à tel ou tel endroit qui changent, et il s'agit de préparer pour le mois de juillet, eh bien, l'Assemblée générale de l'association et le numéro annuel. D'où l'énorme boulot quand Lovecraft dit « write », c'est pas le génie, l'inspiration et puis les histoires et la fiction, c'est ce qu'il doit faire pour son mandat, puisque Sonia, avec les problèmes de santé cette année-là, elle s'en dégage un petit peu, donc c'est lui qui assume toute l'activité de la NAPEI. Alors pour qu'on puisse un petit peu mieux le mesurer, je suis allé évidemment aujourd'hui encore comme d'habitude dans le New York Times. Il y a toujours des articles formidablement intéressants. Par exemple, là on va traiter une espèce de petit ganglion qui peut venir là dans chouk là en plein milieu ici et provoquer d'énormes désordres du cœur qui peuvent être mortels, l'angine de poitrine. Eh bien pour tenter pour la première fois d'opérer ce petit truc là, qui se greffe là, sur la moelle épinière, là, dans tous ces trucs, c'est un chirurgien qui en souffre, hein, évidemment, mais qui s'offre là à la communauté de ses amis chirurgiens lors d'un congrès pour que lui-même soit opéré de ce truc-là. Et là aussi, moi, toutes ces choses, c'est l'humanité dans son avancée, dans sa conquête, l'humanité dans cette chose humble de responsabilité. C'est d'autant plus important quand, tout d'un coup, là, dans les grandes secousses qu'on traverse, c'est ça qui repart en arrière. Ce qui nous constitue dans notre simple et humble humanité. Et alors, il y a un ténor qui tombe de 8 mètres de haut, là, de genre je sais quel opéra, tout ça. Alors, et puis, j'ai pris ce petit article ici. Oh là là, voilà une chouette fille qui est très tonique. Elle est tellement tonique que soit elle conduit en état d'ivresse, qu'on lui retire le permis, et puis que donc elle conduit sans permis, mais qu'elle se permet toujours. Bon, là, ça nous distrait, mais c'est important aussi. Retour au PDF. New York Times, 12 mars 1925, Madame Ellen Mendelssohn, comme le musicien, 19 ans, domicilié 267 de la 153e rue Ouest. Le jour, elle est secrétaire pour un courtier immobilier de Madison Avenue, et la nuit, étudiante en droit à l'Université de Columbia. Comment tu les fais, tes études, quand tu es secrétaire, fille? Tu te débrouilles, et tu y arrives. A été déféré 2 fois aujourd'hui par l'Office de la circulation devant le magistrat Charles Oberwager. Il est 2 fois plaidé coupable pour le 2e délit. Le magistrat Oberwager a rajouté une amende de $5 avec alternative d'une journée en prison. Je n'ai pas apporté l'argent, alors je choisis la journée en prison, votre honneur, répond mademoiselle Ellen Mendelssohn. De toute façon, mon but, c'est d'être avocate. L'expérience me sera profitable, répond-elle hautement au juge. C'est un délice, ce petit article. L'agent de la circulation Thomas Burke a témoigné qu'il l'avait arrêté sur Broadway le 6 mars au niveau de la 90e rue dans une voiture couleur canari roulant à une vitesse de 43 km/h. À Poitiers aussi, c'est limité à 30 maintenant, donc elle aurait eu l'amende aussi à Poitiers. Le magistrat lui a infligé une amende de $25. Elle a répondu qu'elle n'avait pas d'argent, ayant sa famille à charge. Le magistrat lui a alors accordé jusqu'au 20 mars pour réunir la somme. Elle n'est pas descendue à la barre. Et elle repasse 2 fois dans le foulée, au même tribunal. Cette fois, c'est l'agent de la circulation William Hauser qui l'a arrêté au coin de Lexington Avenue, roulant à contresens sur la voie à sens unique, tandis qu'on relevait les empreintes de ses doigts soigneusement manucurés dans la salle d'écrou. Elle a demandé quand le déjeuner serait servi à la prison. On lui a répondu qu'elle aurait sa part de ragoût dès qu'il serait arrivé à Jefferson Market. Elle fit un grand au revoir des bras en montant dans le panier à salade. Un régal. Alors, en annexe, c'est que pour moi, c'est très important aussi dans ces PDF, pas systématiquement, mais le plus souvent que je peux introduire comme ça des bifurcations, des élargissements. La source, donc c'est Hippocampus Press.
édité par Esti Yoshi, qu'on retrouve partout. C'est comme si on était des humbles laboureurs. Comme vous savez, Rimbaud, viendront d'autres travailleurs. Eh bien, on explore là, le continent ouvert par Esti Yoshi. Gratitude, merci, et très humblement, c'est ça dont on se saisit, petit détail par petit détail. De quoi il s'agit? On est à Providence, Rhode Island, 1er juillet 1923, donc vous voyez, il y a juste 1 an et demi, là on est juste quelques mois avant la venue à New York, et Lovecraft, donc de juillet 1922 à juillet 1923, a assumé le rôle de président de la NAPA, National Amateur Press Association, et en tant que président, il doit présenter le rapport d'activité. Alors ce rapport d'activité, le congrès, là où la réunion, l'assemblée générale de l'association se tient à Cleveland, Ohio, lui-même a fait le voyage de Cleveland, et puisqu'il a rencontré maintenant Loveman, Kirk et les autres, ou Alfred Galpin, tout ça, on en a parlé. Et là, il ne fait pas le voyage de Cleveland, mais il l'envoie donc son rapport. C'est un rapport là, traduit, attention, hein, j'utilise des outils de transcription automatique, et ça tombe bien, comme il s'agit d'une phrase là, totalement administrative, bien, nos outils intelligence artificielle sont parfaits pour ça. J'appelle pas ça de la traduction, simplement de pouvoir travailler sur des espaces multilangues, et ça change quand même le rapport. Donc, je l'utilise. Voici donc ce rapport. Alors, par exemple, ce qui est incroyable, alors on commence à être habitué à la façon de Lovecraft, d'une langue très ampoulée. Oui, mais là, par exemple, c'est ce truc de l'autodévalorisation, un sentiment dominant que je ressens en ce moment, malgré mon intense soulagement de l'émancipation officielle à la fin de mon mandat, le regret, mon absence à la convention. Mon rapport ne va pas être brillant, car je n'ai pas de réalisation brillante à enregistrer. Il ne sera pas non plus vraiment commercial, car je ne suis pas doté d'un esprit commercial et statistique. Et sans arrêt, ça va être cette tendance toujours, non pas l'autodénigrement, mais il me semble que je devais rédiger un rapport annuel. Et il se peut que quelque chose de ce genre se trouve enfoui dans les 8 pages précédentes de ce verbiage d'hiver. En tout cas, j'ai terminé. Nous, justement, ça nous fait un petit peu sourire. Et qu'est-ce qui est important là? Justement, il n'y a pas une grosse importance, mais c'est de voir comment cette instance-là, administrative, mais avec tellement de gens impliqués, c'est aussi la vie de Howard Phillips Lovecraft. Et ça le restera. Même dans les moments bien plus difficiles à Providence, où il y aura évidemment une solitude plus exacerbée, où il y aura des problèmes financiers plus exacerbés, où il y aura ce que demande le travail d'enfoncement solitaire plus exacerbé, mais il y aura toujours en même temps la correspondance avec Robert Howard, la correspondance avec Clark Ashton Smith, la correspondance avec August Derleth, puis Bob Barlow, et puis tous ces voyages là que chaque printemps, quand il a la bougeotte, qui s'en va au Québec, qui s'en va en Louisiane ou jusqu'à Mobile, ou qui s'en va visiter les grottes de Virginie, etc., etc. Jamais il y a comme Kafka. C'était tellement facile de dire Kafka, il avait tout vu les camps. Mais non, c'est pas ça. Et Kafka, cette solitude. Ouais, non, c'est une solitude, mais c'est comme Beckett. La solitude, des fois, c'est mieux avec un verre de bière. Même si, là, avec les copains, sur la terrasse de la coupole, on prononce pas une parole, mais à la fin, on dit « Oh, c'était bien aujourd'hui !» Et que Beckett, il laisse 3000 lettres. On est loin, évidemment, de la correspondance de Lovecraft. Mais les lettres de Beckett, c'est en 5 langues. Vous vous rendez compte? Donc, on a la chance, avec Lovecraft, de pouvoir travailler ça en direct, ce matériau, au jour le jour.
Alors, par exemple, il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'il y a des tendances là à ce que l'association de journalisme amateur ce soit pour réfléchir sur la politique des USA. Bon, ben eux, là, ils sont réticents. Par contre, il est très fier que la publication de fiction, la publication de comptes rendus critiques, ça ait augmenté. C'est-à-dire qu'il, dans son mandat, il est content d'avoir pu renforcer le caractère littéraire de leur publication, la publication nationale et les différentes publications locales. Les données dont je dispose à ce jour, 46 articles émanant de 28 signatures différentes ont été publiés depuis mon entrée en fiction, etc. Il a mis un bureau des critiques. Et qui est responsable de ce bureau des critiques ? Samuel Loveman. On a aussi Frank Belknap-Long et remercie Belknap-Long justement pour avoir renforcé la présence de fiction, etc. Où il est moins fort, c'est ouais, on n'arrivait pas à payer l'impression, alors il a fallu qu'on fasse appel aux dons. Ouais, on a réussi à collecter $98. L'an dernier, ils avaient collecté 132. C'est pas assez bien, etc., etc., etc. Voilà, vous lirez ça. Et en tout cas, avec ce genre de document, je crois qu'on a une vision beaucoup plus concrète de ce que ça veut dire pour Lovecraft de consacrer autant de temps et de paperasse. Là, puisque ça, quand il dit que les lettres, il a fallu les éditer, c'est-à-dire que probablement, simplement, il a tapé à la machine avec 4 carbones, peut-être qu'il l'a recopié encore pour avoir 4 autres carbones, ou peut-être simplement, il envoie les 4 copies carbone, une dans le Wisconsin, une dans l'Ohio, une autre je sais plus où, et puis que là, les autres vont la recopier 4 exemplaires, et qu'ainsi, les convocations pour la prochaine Assemblée Générale, etc., etc., tout ça va pouvoir circuler. Voilà. Il me semble que c'était l'occasion aujourd'hui d'en parler. Merci, à demain.